Migrer de Gatsby à Next.js. Alors, autre question, je vais poser plein de questions ce soir parce que le talk il a été fait un petit peu à la Walou et puis on verra ce que je dois approfondir ou pas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Gatsby? Ok. Bon, pour les autres, on n'approfondira pas parce que on est parti de Gatsby, on n'aimait pas trop. Et sinon, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Next? Ok. Ça se trouve, vous allez savoir plus de trucs que moi. Donc voilà, je me présente, Alexis Jambier, je suis développeur chez Marmelab. C'est une boîte de dev sur Nancy et avec une petite antenne à Caen. On est deux en ce moment à Caen chez Marmelab. Mais peu importe. Alors donc pourquoi ce talk? C'est parce que il n'y a pas longtemps, on a migré le site d'Ecancamp. Alors je voulais vous le montrer. Tout le monde connaît le site d'Ecancamp? Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un site d'Ecancamp et il est vachement bien. Enfin, il n'est pas vachement bien, mais en tout cas, on trouve tous les anciens talks. Il y a les talks avec les vidéos, vous pouvez aller dessus. On essaye d'enregistrer systématiquement les talks, etc. Donc, ils sont en ligne sur le site. On met en avant tous les speakers, etc. Donc ça, c'est le site actuel en Gatsby. Le truc, c'est que Gatsby, c'était un système. Alors, c'est un générateur statique de code. L'idée, c'est qu'on se passe du serveur, on a tout un système qui génère des fichiers statiques, des JS, des HTML, etc. On sert ça avec un serveur classique. On peut héberger ça sur GitHub, etc. C'est un système qui était rigolo et qui était notamment basé sur cette idée qu'il y avait un espèce de serveur GraphQL qui était capable d'aller chercher, par exemple, sur son file system, des fichiers Markdown, etc. On faisait des requêtes dedans et puis à partir de ça, on générait le site. Donc tout le contenu du site d'Ecancamp était géré en Markdown, les speakers, etc., etc. Alors, on a eu il y a deux grandes raisons qui font qu'on en est parti. C'est de un que c'était très pénible de maintenir le Gatsby avec tous ses plugins, etc. Chaque montée de version, c'était galère, il plantait, il fallait faire des trucs, changer son code, ça c'était un petit peu pénible. Et puis le site d'Ecancamp était pas énorme, donc ça mettait relativement pas trop de temps à builder, mais je connais des gens qui ont fait des sites sous Gatsby qui se retrouvent avec des temps de build, de génération des statiques de 10 minutes, un quart d'heure. Ce qui peut être un peu pénible. Alors, certes, sur une CI pour faire du déploiement automatique sur des petites machines, mais c'est un vrai problème. Et en fait, la vraie grosse raison, c'est que sur l'Ecancamp, on voulait ne plus gérer les fichiers dans du Markdown, même si on aimait bien l'idée, mais c'était de passer sur une API. Alors, vous verrez entre autres pourquoi. C'est parce qu'on voudrait, en plus des anciens talks, etc. sur le site, on aimerait bien gérer une espèce d'annuaire des boîtes du numérique sur Caen et un système d'offre d'emploi. Et donc ça, gérer ça en Markdown avec des soumissions, etc. On s'est dit, on va faire une API. On a fait une API. Elle est disponible, api.cancan.camp, avec un beau contrat OpenAPI dessus, qui l'a décrit bien, tout ça. D'ailleurs, il y a eu un talk sur les contrats OpenAPI, si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc l'API est prête, donc on peut récupérer les events, et donc il s'agissait de se dire comment on remet ça en place. Donc on aurait certes pu utiliser Gatsby pour le faire. Gatsby est capable de prendre des markdowns, mais il est capable de se brancher sur une API. Mais on a eu envie de changer. J'ai eu envie de changer. Voilà. Et on est passé en Next.js. D'où cette présentation de ce soir, de vous parler de Next.js, parce que moi, c'est vraiment un système que j'aime bien. Même si je l'ai regardé un peu de travers au début, j'aime bien. Donc le déroulé de la présentation. Je prends mon téléphone parce que il ne faut pas que je déborde trop au niveau du temps. Déjà, présenter rapidement c'est quoi Next.js, en fait. Un exemple pratique de la mise en place d'un site en Next.js avec le site d'Ecancamp. Et en fonction des questions, des allers-retours, c'est là où je dis, ça dépendra vraiment de ce que vous voulez, ce dont vous voulez qu'on parle ce soir. On pourra parler de l'outillage que j'ai mis en place sur le site d'Ecancamp, les trucs classiques, les tests, les linters, ce genre de choses, la CI, il y a une CI dessus, donc on pourra parler de ça.
Il y a un ou deux petits outils que j'ai mis en plus dessus que je trouve plutôt sympa, que je vous aurais bien présenté. C'est la 4e partie. Et la conclusion, qui risque d'être très rapide. Et donc, si je vais suffisamment vite, question-réponse, et il faut s'arrêter avant 8 heures. Donc, c'est quoi Next.js? Alors, Next.js, c'est un cadre de travail, un framework. C'est un framework qui permet de créer, de gérer des sites en JS, un site web plutôt front, et de le mettre en production. Ça, c'est vraiment important. Le système est vraiment fait pour faire un build final qui est un truc qui est exploitable en production. Ça devient vraiment bien quand on met le truc en prod. Donc ça, c'est important. Donc il est en JS avec une approche composant. En l'occurrence, Next.js, il utilise React, mais il y a une version avec Vue, c'est Nuxt. Il n'y a pas de version avec Angular, parce que c'est Angular. Et on pourrait imaginer une version avec des micro-components. Il y a eu un petit talk au Cancamp sur les web components. Je dis micro-components, les web components. En tout cas, l'idée, c'est une approche par composant. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'approche composant en JS, ou est-ce qu'il y en a quand vraiment, genre, j'en ai jamais fait? Parce que typiquement, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Il y a une raison, hein, c'est parce que c'est un des avantages de Next.js derrière. Donc une approche qu'on appelle composant, c'est on va créer une page HTML. Enfin, voilà, l'idée au final, c'est de créer une page HTML. Et on va faire ce qu'on appelle des composants, là en l'occurrence en React. Par exemple, ici, c'est ce qui va représenter une page qui présente une organisation. Donc je divulgage un peu, c'est le site en cours en Next.js des Cancamp. Il est joli, hein? Et là, là j'ai une page d'une organisation où j'ai un titre, et un jour il y aura des détails de l'organisation. Donc ici on retrouve un composant qu'on exporte. L'organisation page, c'est un composant. Là je vois que j'ai une balise HTML, main, classique. Par contre ici j'ai une balise qui n'est pas une balise HTML, c'est un composant. Quand on crée un composant, après on peut l'appeler dans d'autres composants un petit peu comme si c'était des balises, en tout cas avec du React. Là j'ai un composant title. Title, il prend une propriété qui s'appelle title. Et qu'est-ce qu'il fait? Il affiche un title. Voilà. Alors ça, c'est pas du JS, enfin c'est un format particulier, pareil, j'y reviendrai rapidement après, c'est ce qu'on appelle du JSX. C'est une syntaxe particulière. On a l'impression que c'est du HTML, mais en vrai c'est du JavaScript. Et alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est un des gros avantages aussi de Next.js. C'est que quand on a une approche composant, qu'on utilise des frameworks de type Next, de type Vue, il y a toute une phase où on doit prendre tout ce code JS et puis on doit le transformer pour que ça devienne du JS. Alors au départ, on parlait beaucoup de Babel pour les histoires de S6, S3, je ne sais pas si ça vous parle. Bon, l'idée, c'est que les navigateurs, ils n'étaient pas compatibles avec toutes les dernières avancées du langage, mais on pouvait les utiliser quand même en codant, genre les eurofunctions, les arrowfunctions, ce genre de trucs. Mais on avait besoin de retransformer ça dans un code qui soit lisible par les navigateurs un petit peu vieux, avec des vieilles versions de JS. Ça, plus ça va, moins c'est justifié parce que, alors dans les navigateurs encore, mais par exemple sur Node, quand on exécute du code JavaScript en Node, sur Node, il n'y a quasiment plus besoin de transpiler avec Babel. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que quand on utilise du JSX, il faut transpiler parce que ce que je vous ai montré ici, c'est tout. Enfin, on dirait que c'est du HTML, mais c'est pas du HTML, c'est du JS, mais c'est pas du JS standard. Et pour ça, on utilise Babel. Ça, je peux vous le montrer rapidement, pareil. Ça, c'est le site de démo en ligne de Babel. Et là, en gros, je lui mets du JS écrit avec du React dedans. Et je lui dis vas-y, transpile-moi ça dans du JS qui va être interprétable sur tous les navigateurs, etc. Donc, si je prends ce bout de code,
que je le mets là-dedans à la place de mon console log, et ben on voit que Babel il transpile ça en JS. Donc là on avait un truc qui ressemblait à du HTML et on se rend compte que derrière c'est vraiment des fonctions qui sont utilisées. En l'occurrence des fonctions React, hein, mais on a une fonction create element. Donc en gros c'est vas-y crée-moi un élément de type HTML H1 dans lequel je vais mettre une classe et ici c'est ce que j'affiche dedans. Mais en tout cas tout le code React qu'on voit quand on fait des pages dans Next qui ressemble à ça, bah, il faut vraiment que ça passe par Babel. Et la deuxième chose, donc il faut non seulement transpiler, c'est bon pour vous la transpilation, mais on fait aussi ce qu'on appelle du, je ne sais pas comment on dit en français, en tout cas on fait des bundles, on utilise Webpack, parce que le truc c'est que, un autre truc, à chaque fois par exemple quand on fait un import link, alors celui-là parle moins, est-ce que je vais en trouver un? En tout cas, on importe des fichiers, voilà, comme dans n'importe quel langage, on importe un bout d'une fonction qu'on a écrite dans un fichier, on l'importe, on l'utilise, etc. Sauf que bah, tout ça dans le navigateur, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est qu'il faut prendre tout ce JS et puis faire basiquement un gros fichier JS pour que tout le JS soit accessible au navigateur. Sauf que ça, on sait que c'est pas terrible, parce que ça fait des fichiers JS très très lourds. Donc ce qui est bien, c'est de les couper de manière maligne. Notamment, par exemple, on va pouvoir utiliser une librairie pour afficher des dates. On va utiliser DateFNS, mais on l'utilise que sur une page du site. Bon, ben, on n'a pas intérêt que sur la home qui n'utilise pas DateFNS, on ait un JS qui embarque DateFNS, ça va être très lourd, alors qu'on n'en a besoin que la page d'après. Donc, pour ça, on utilise Webpack, on dit qu'on fait du code splitting, c'est-à-dire on analyse notre code, nos pages, et on essaye de faire un gros package de tout notre JS, avec généralement ce dont on a besoin partout, qui va être chargé partout, mais une seule fois. Et après, on va chercher des petits bouts de JS, page par page, en fonction de ce qu'on fait. Et ça, pour qui a déjà essayé de le faire à la mano, ça se fait à la mano, hein, de configurer Webpack, etc., c'est quand même pas hyper fun. Et ben, Next le fait tout seul, et le fait bigrement bien. Je vous montrerai après que je ne raconte pas des cracks en vous montrant ça. Donc, un framework de travail qui permet de faire des sites avec une approche composant, en l'occurrence avec le framework React. Une configuration quasiment nulle de toute la partie transpilation, Babel et packaging avec Webpack. Et la dernière feature très réputée, connue de Next.js, c'est qu'il gère nativement le rendu côté serveur. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est le rendu côté serveur ou SSR? Ouais, donc je vais super vite dessus. Ok, je vais super vite dessus. CSR, en gros, quand on fait ce que je vous ai dit, hein, le serveur il renvoie une page HTML avec juste une div dans laquelle il n'y a rien, c'est vide, plus un paquet de JavaScript. Le JavaScript, lui, il va faire ce qu'on lui dit, et en gros, je vais produire tout mon HTML qui vient de mes composants, et je remplace cette balise vide par du HTML. Et l'idée, donc ça, bah c'est bien, ça marche bien, hein, on s'est bien contenté de ça pendant longtemps, sauf que bah on s'est rendu compte que, en fait, comme on a du JavaScript côté serveur, quand on sert avec du Node, bah on peut faire ce qu'on faisait dans le navigateur côté serveur, ce qui fait que quand on appelle la page, le rendu HTML, il est déjà fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SSR. C'est bien parce que ça va assez vite. Ça a été bien longtemps pour des raisons de SEO, parce que les gens flippaient un peu. Est-ce que les robots Google, tout ça, ils vont être capables de bien rendre ma page? Est-ce que j'aurai bien le rendu? En tout cas, moi, je sais que les premières fois que j'ai fait du SSR, c'était surtout pour des problématiques. Les gens se posaient, s'inquiétaient sur le SEO. Mais il se trouve que aussi, ça va beaucoup plus vite. Ça permet de faire des trucs tout bêtes, hein, mais de mettre en cache. Un cache varnish HTTP, personne n'a jamais battu ça. Bon, bah, si on fait du rendu côté serveur, on a des sites qui sont vraiment plus véloces. Et ça, c'est chouette. Et alors, le SSR de Next.js, c'est quand même une furie. J'y reviendrai. En tout cas, pour moi, c'est les grands traits de Next.js. C'est ça qui caractérise l'outil. Donc, un exemple de mise en place de Next.js sur le site d'EcanCamp, et je vais commencer par autre chose que le site d'EcanCamp. Juste une copie d'écran, parce que pour gagner du temps, et je ne savais pas comment serait le réseau, je ne le fais pas en live, mais l'idée c'est qu'on peut lancer un NPX
pour lancer, instancier un projet en Next.js. Donc c'est le Create Next App. On connaissait, en tout cas moi je connaissais le Create React App qui faisait un truc un peu équivalent, mais alors, moins bien et sans le SSR. Donc on lance ça et ça lance une app et on voit ce qu'il fait à peu près. Hein. En gros, il installe 3 dépendances, enfin 2 dépendances, 3. React, le React DOM qui va toujours avec React et Next. Et puis il configure ESLint, c'est le linter hein, qui permet d'indenter son code sur des règles. Ça, je vous le montrerai peut-être rapidement tout à l'heure. Et puis il donne 3 commandes. Un run dev qui lance en gros un environnement de dev de notre site, mais en mode dev, c'est-à-dire avec du hot reload, des choses comme ça. Une commande pour faire le build final, donc pour la production de ce qui va être mis en prod. Et un serveur de prod. Encore une fois, Next est vraiment prévu pour servir lui-même le contenu qu'il a buildé. C'est pas un générateur statique. On se retrouve, quand on lance cette commande, avec ces répertoires-là. Et une des grosses particularités, et qui m'a fait un peu bizarre au début sur Next, c'est qu'il y a un truc à respecter, c'est que les pages sont dans le répertoire page. En gros, pour aller d'une page à l'autre, il faut un routing. Donc il y a le React Router, voilà, que généralement on met en place, et puis on écrit ses routes, etc. etc. Next, on ne s'occupe plus du routeur, parce qu'une des parties un peu difficiles, hein, quand on fait du SSR, de réintégrer ça avec le routeur. Et en gros, si on veut créer une page, on crée un fichier. Par exemple, l'index, c'est la home du site. Là, il n'y a qu'une home du site, plus un répertoire API, j'en parlerai vite fait derrière. Mais en gros, si on voulait une page Toto, on ferait une page toto.js, un composant, et il afficherait le contenu du composant comme une page /toto. Pop, hop. Je vous montre rapidou hein, sur le site des Cancamp. Donc, le nouveau site des Cancamp, on voudrait qu'il arrive un truc, une page d'accueil, une page qui présente les événements, donc les talks, une page pour afficher un talk, la page des speakers, une page pour afficher un speaker, les offres d'emploi, etc., etc. Donc les parties, c'est offres d'emploi, les boîtes du numérique, un truc sur les sponsors du Cancamp, un truc sur l'association, pour en parler en dehors, en buvant une bière, une page contact et une page proposer un talk. Ça se découpe comment? Si je vais dans mon code, mes pages, j'ai une page association, call for speaker, c'est la page pour appeler des speakers. Je regarde ce qu'il y a dedans. J'ai un composant head. Un composant head, c'est le truc qui permet de mettre des balises head dans le HTML. Par exemple, la balise title. Donc là, on voit que j'ai été sur quoi? Sur call for speaker, proposer un call, les Cancamp, proposer un talk. Voilà le titre, le formulaire. Là, on est sur des pages très simples, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de contenu externe. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais dire, je vais dupliquer ça. Hop. Ouais, c'est une balise de Next. Ouais, il file plein de composants pour faire tout un tas de trucs. La fameuse page toto.js. Sauf que là, ce que j'ai lancé, c'est le site qui est en ligne. Donc je vais lancer le serveur de dev. C'est dommage, je ne vous ai pas montré la version où la page Toto n'existait pas, mais bon, elle n'existait pas, je viens de créer le fichier, hein, je vous le dis. Donc là, je suis en local. Toc toc, c'est le même site. Et là, avec mon truc Toto, j'ai ma page Toto. Donc voilà, Next, c'est ça. On prend des pages, on les met, et on peut faire de la hiérarchie. Hein, on peut mettre des sous-catégories. J'ai des pages dans événements. Alors j'aurais pu l'appeler événement.js, c'est là index, mais je peux faire aussi événement, et il va prendre l'index qu'il y a dans le répertoire. Et puis si je veux, là typiquement sur un événement, événement slash quelque chose, en l'occurrence un slug d'ailleurs sur un événement, si on regarde les événements, toc, que je vais dessus. En dev ça va moins vite parce que c'est le webpack, hein, c'est pas buildé, donc ça va moins vite. On voit que là j'y vais avec le slug hein, du talk.
Et c'est pour ça qu'ici, j'ai comme ça, slug. Alors ça, c'est un des trucs qui m'a fait un petit peu bizarre au début, quand j'ai vu Next. Je me dis, c'est un peu dégueulasse. Et en fait, ça marche très bien, et je vais montrer rapidement ce que ça fait. Donc là, je vous ai montré les pages statiques, c'est-à-dire, c'est des pages qui n'ont pas du contenu. Alors par rapport à d'autres frameworks du type Symfony, ou ce genre de gros machin, qui sont des systèmes qui sont prévus pour en plus avoir une base de données, gérer un modèle, il y a un ORM, il y a tout ça. Next a gardé un peu une philosophie application front, c'est-à-dire bon, je vais m'alimenter dans une API. Je ne vais pas m'occuper de toute la partie back, de toute la fourniture des données, etc. Donc il est vraiment prévu pour s'alimenter sur une API. Et notamment parce que ce qu'on va utiliser, c'est des pages donc, qui vont faire des requêtes, donc, genre avec du fetch, etc. Et on ne peut pas faire du fetch sur le front, sur une base de données. Donc forcément, on va être obligé de passer par une API. Mais il y a une API, vous avez vu tout à l'heure, il y a un répertoire API. En vrai, on peut le faire. Mais dans la logique de ce que je vais vous montrer, notamment du SSR, c'est vraiment des appels à des API en HTTP. Quelle heure il est ? La vache. Je reviens sur mon plan, parce que c'est quand même ça qui fait le talk. Donc, Next, ce qui est hyper bien, c'est le SSR. Donc, cette capacité de rendre des pages côté serveur. Et il y a deux grands types de SSR sous Next. C'est le SSR classique, c'est-à-dire c'est au moment où on demande une page qu'à ce moment-là, il fait ce qu'il a à faire. Par exemple, s'il a des appels API à faire, il les fait. Il fait son HTML et il l'envoie. Mais il a une autre fonctionnalité, et là on se rapproche légèrement de Gatsby, c'est ce que eux appellent le SSG, pour Static Site Generation. L'idée c'est que avant même qu'on demande la page, en fait il l'a déjà calculé, et il se l'est mis en cache. Donc ça se fait au build. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Alors déjà, je peux juste... Est-ce que je vous le montre maintenant? Je vous le montre maintenant. Non, je vous le montre après. Mais je le montre, hein, c'est promis. Typiquement, on va prendre la page des événements. La page des événements, je vous la remontre, hein, c'est une liste de tous les événements qu'on a eus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici j'ai mon composant qui affiche la page. Donc la fameuse balise head, je mets tout ça dans du main. Et ici j'ai en props de ce composant que moi j'ai appelé event list, j'ai des events, donc les talks, et des tags. Alors les tags, vous vous demandez à quoi ça sert, c'est parce que j'ai juste changé un petit truc. Je les ai mis en bas. C'est tous les tags qui correspondent aux événements. Donc voilà, je rends mon truc, hein, rien à déclarer, c'est pas terrible, hein, mais ça fait le job, ça affiche des choses. La question c'est d'où viennent ces events et ces tags? Parce que ils viennent de l'API que je vous ai montré tout à l'heure, l'API des CanCamp. Donc comment ça marche Next? On lui dit, dans un des types de rendus, alors je commence par celui-là, c'était peut-être pas idéal. Là, en tout cas, il y a une fonction qu'on peut mettre au niveau de sa page qui est getStatic propre. Donc statique, c'est que ça va correspondre à la génération des pages statiques dont je vous ai parlé. J'aurais dû commencer par l'autre, mais comme je suis lancé, je vais finir. En gros, je fais quoi? Je fais des fetch. Alors je fais des fetch en parallèle avec un promise all sur deux routes d'API des CanCamp. Alors l'API URL, c'est une variable d'environnement, passons. En tout cas, je vous le dis, c'est l'URL de l'API des CanCamp. Là, je veux les events de la catégorie CanCamp et j'en veux 100. J'en veux 100 par page. Et je veux les tags et j'en veux 100 par page. Voilà, il me répond le truc. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais s'il y a une erreur, tout ça, qu'est-ce que tu as fait? J'ai codé ça rapidement. N'hésitez pas par la suite à les mettre les cas d'erreur, les trucs, les machins. Enfin, c'est à gérer, c'est sûr. Ouais, c'est du code qui a besoin d'amour encore. En tout cas, je récupère mes events, mes tags, et mon getStaticProc, je lui dis, alors en plus celui-là, il est vraiment particulier, je lui dis, vas-y, tu retournes des props, c'est les events et c'est les tags, et là, je mets un truc revalidate, j'y reviendrai. Toujours est-il que quand j'ai cette fonction getStaticProps sur une de mes pages, voilà, que j'exporte par défaut, donc c'est ma page, je peux lui passer en props ce que chope le getStaticProps. Je vais vous montrer une autre page. Alors c'est facile à voir, c'est celle qui rame.
un petit peu les offres d'emploi. Les offres d'emploi, c'est du job ici. Donc ça, pareil, c'est ma page d'index. Alors là, c'est un peu pareil, je veux un rendu serveur, c'est toujours ma fameuse page, elles sont toutes pareilles, elles sont foutues pareilles, hein. J'ai du head, c'est du copier-coller, U1, H1, je fais une liste derrière. Sauf que là, au lieu de faire un get statics props, je fais un get server side props. Donc ça correspond au type de rendu qui est vraiment du SSR, c'est-à-dire il va faire cette requête au moment où on va demander la page. Exactement de la même manière, j'utilise fetch, je retourne du JSON, je le mets en props et je peux l'utiliser en props de ma page. Alors, il n'y a pas le senti parce que c'est pas vous qui cliquez, mais alors je vais dire clic. Là, je clique, ça s'affiche immédiatement. Ça, c'est du statics props. Là, c'est pareil, je crois que c'est du statique. Je clique, ça va très très vite. Là, c'est du SSR. Je clique, ça s'affiche moins vite. Donc voilà, ça c'est juste pour montrer que c'est pas juste pour le fun qu'ils le font, hein, c'est que vraiment, ça va beaucoup plus vite. Quoi dire aussi? Toc, 19h07. Ces pages-là, elles sont un peu c'est le truc moi qui me faisait un peu bizarre. Hein. Mais là, je dis, j'ai une page, voilà, je la mets entre crochets, brackets, crochet, c'est bien. Donc je dis, j'ai un slug. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans mon get statics props, je peux dire, je veux les params slug. C'est-à-dire que ici, en fait, je pourrais même en mettre plusieurs, dire j'ai une route avec un slug et un ID derrière. En tout cas, ce qu'on met entre crochets sur une page, on peut les récupérer en props, en param props au niveau de soit quand on fait le get statics props, soit quand on fait l'autre en mode SSR. Et donc, là, typiquement, moi, ce que je veux, c'est récupérer le contenu d'un seul slug. Donc, dans mon get statics prop, je lui dis, je récupère mon slug, et du coup, je peux faire mon call à l'API avec le slug de l'event sur lequel je veux récupérer de l'info, et hop, je lui dis, vas-y, t'envoies ça en props. Et je le récupère ici, et je l'affiche. Donc ça, c'est bien. C'est chouette. Il y a un autre truc, mais je vais vous le montrer après. En tout cas, ça, c'est vraiment les grands modes de rendu de Next.js, c'est-à-dire donc le SSR. Le SSR, je me répète, mais c'est quand on a non pas les statics prop, mais c'était sur quoi sur lequel? Où ça allait plus lentement, c'était le job. Hein. Ouais. Donc les get server side props, donc ça à l'appel. Au moment où j'appelle, donc exactement pareil, ici hein, je récupère mon UID pour pouvoir utiliser mon UID dans mon call. Voilà, il est là. Et alors oui, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un revalidate. Alors l'idée c'est que on se dit, bon c'est bien, mais si jamais mon call API, je mets à jour la donnée sur mon API, par exemple quand j'appelle un événement, je l'ai généré en statique une fois, du coup, il ne se mettra plus à jour avec l'API tant que je n'aurai pas relancé mon build. Que nenni, si on met cette petite props revalidate 3600, ça dit à Next, vas-y, tu génères à un moment donné, au moment où je fais mon make build, tu génères le fichier statique de ce truc-là, par contre, revalide-le tous les 3600 secondes, ça fait à peu près 1 heure. Bien. Voilà, voilà. C'est bon pour vous? Je passe à la suite. Donc, un super SSR, et du coup, je disais, le build de production, encore une fois, c'est fait pour faire de la production, il faut donc faire ce build, et je vais vous montrer ce build, parce qu'il parle un peu, il dit des choses. Donc, je lance mon build. Ça va être un peu long, c'est toujours un peu long. Et là, il me fait ce truc-là. Il me fait un truc qui dit, ouais, je suis en train de générer des pages statiques. Et là, on se dit, c'est un peu long. Pourquoi ça donc? Alors, je le laisse, et on y reviendra après. C'est parce que, dans le cas, par exemple, des événements, alors, je suis en statique sur les événements.
Bon, ben c'est bien. Je sais que je peux appeler mon API sur le endpoint où il va me lister toutes les API. C'est un truc qui est fini. Il a à mettre qu'une fois la page en statique. Par contre, tous les événements, si je veux qu'il les mette en statique, il va falloir que je lui cite tous les événements qu'il doit mettre en statique. Parce que lui, il ne peut pas le deviner. Il ne sait pas que la liste, elle est en rapport avec ce qui va afficher derrière. Donc il y a un autre truc à faire quand on a comme ça des pages avec des URL, je crois qu'ils appellent ça programmatique, donc qu'on ne peut pas deviner, donc sur lequel il ne peut pas spontanément, lui, générer un rendu statique côté serveur. Et ben, il y a une dernière méthode à connaître qui est le getStatic pass. Et en gros, qu'est-ce que je fais ici? Je lui dis, je vais refetcher justement ma fameuse liste d'événements. J'ai tous mes événements ici. Et après, eh ben, je boucle dessus pour lui passer tous les passes, donc toutes les URL qui correspondent aux événements pour lesquels je veux qu'il calcule une première version en statique qu'il va mettre sur le serveur. Et c'est ça qu'il était en train de faire tout à l'heure, quand j'ai lancé le build. Ben, c'est qu'il était en train d'itérer sur toutes les pages que je lui avais déjà données. Et alors quand on regarde le build final, ben, il le dit. Il dit à peu près, donc on voit qu'il a ces différents types. Lambda, c'est quand on est en SSR. En statique, c'est quand c'est du full statique, notamment il n'y a pas de fetch à faire, de toute façon c'est que du HTML. Et puis le fameux SSG ou ISR. Donc le SSG, c'est celui où il rend en statique et on ne lui a pas dit vas-y régénère-le à un autre moment. Et ce qu'il appelle l'ISR, c'est celui où on lui a dit bah, vas-y, tu les rends en statique, mais par contre ce truc statique il sera utilisable qu'un certain temps. Et on voit que voilà, en fonction de ce que j'ai mis sur mes différentes pages, ben, soit il a fait du lambda, soit il a fait du SSR, soit il a fait du statique, etc. Et l'air de rien, juste en le faisant comme ça, c'est mortel. Enfin, pour qui a déjà fait du SSR, etc., je suis sûr que vous en avez déjà fait, moi ça a été, c'est royal, quoi. Parce que ça permet de vraiment super bien optimiser. On sait qu'il y a des pages qui sont jamais re-rendues, donc on s'embête pas, on les fait en full statique, on sait qu'il y a des pages, c'est régénéré quasiment jamais, donc on peut se passer sur une journée, de lui dire bah vas-y, tu me génères un statique sur une journée. Et puis il y a des pages, on a besoin qu'il fasse les calls tout le temps, parce que ça va changer tout le temps, donc à ce moment-là on passe en vrai rendu SSR. Alors il y a un impact, c'est le fameux truc où je vous disais, regardez, il y a quand même une sacrée différence entre les speakers, voilà, je clique, et là, c'est du SSR, là je clique, et bah, il y a toujours ce petit temps d'attente en plus, mais qui peut valoir le coup selon le type de page qu'on affiche. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et le dernier truc, alors en l'occurrence que on n'utilise pas sur les cancamp, mais qui quand même, c'est pas mal, c'est que la boîte qui fait Next.js, c'est Vercel. Comment il s'appelait avant? Je sais plus. Maintenant, il s'appelle Vercel. Ouais, c'est ça, Zeit. Et le truc s'appelait Now et maintenant le truc s'appelle Vercel. En tout cas, c'est un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est un système qui permet d'envoyer du code et hop, il génère les sites en ligne tout de suite sans qu'on ait rien à faire, etc. Et effectivement, bah, du coup, avec Next, ça marche bien. Donc, en gros, une fois que tu as installé la CLI, que tu t'es connecté dessus officiellement et tu lances tout bêtement Vercel, bah, bam, il envoie ça et il déploie ça sur un serveur Vercel comme ça. Et t'as rien fait. Enfin, je veux dire, t'as rien d'autre à faire que ça. Autant dire que tu vas quand même super vite pour commencer à faire du site plutôt sympa. Bah, il relance le build, hein, normal. Donc je dirais, on peut attendre, je sais plus, je le laisse tourner un peu parce que ça met un tout petit peu de temps. Pour finir sur le truc, en même temps je suis pas là non plus que pour faire la promo, j'aime beaucoup l'outil. Il y a plein d'autres trucs vraiment sympas. Ce que je vous ai pas montré, on pourra y revenir s'il y a des questions dessus. Je disais, c'est vraiment fait pour aller fetcher une API déjà existante que nous on a fait par ailleurs. Sauf qu'il y a un répertoire API. Et en gros, le répertoire API, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas mettre qui ne va pas être buildé pour mettre sur du front. Et tu te retrouves avec de l'express. En fait, tu peux injecter un serveur express dedans et du coup, toi-même faire ce que tu veux comme tu ferais avec un express. C'est-à-dire que là, tu peux te coller une base de données si ça t'amuse. Moi, je l'ai beaucoup utilisé parce que je ne l'ai pas utilisé Next que sur le site des cancamp. Mais par exemple, si on veut une API qui a besoin d'une authentification, bon, bah, c'est toujours un peu embêtant d'aller mettre ces tokens d'authentification dans ce qui se balade sur le front. Bon, bah, dans API MIDI, on a mis un reverse proxy
qui fait que Next s'appelle sur son API, et puis c'est l'API qui juste fait passe-plat en rajoutant des tokens pour aller appeler une API sécurisée. On peut imaginer vraiment faire plein de choses, et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Ça gère l'internationalisation. Je pourrais vous montrer si on va fouiller un peu dans le code. Là, il se trouve que j'ai activé l'internationalisation, mais j'ai dit qu'il y avait que du français, mais je vais quand même vous montrer un petit truc là-dessus, si j'ai le temps, si j'y pense. Ça gère l'internationalisation. En gros, c'est quoi? Il suffit de lui dire qu'on a plusieurs locales et que le premier paramètre qu'on passera à toutes les URL, c'est la locale, et on la retrouvera partout dans le site. Donc /fr, /en, ce qu'on veut. Il y a un composant d'optimisation d'images qui, paraît-il, dépote. Pareil, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est un truc qui, quand tu sers des images depuis ton site Next, est capable de les optimiser, c'est-à-dire de faire du WebP, de les redimensionner, de servir en fonction de ce que va demander le navigateur, la version WebP si le navigateur est compatible, etc., etc. Encore une fois, juste en posant ton image et en mettant leur composant d'image. Parce que, encore une fois, c'est lui qui sert derrière, donc voilà, il fait tous les trucs. Et quand on utilise Vercel, le truc de déploiement dont je vais vous montrer la fin, il y a moyen de mettre des analytics via le Web Vital, les Web Vitals. Pour ceux qui connaissent, c'est une API, je crois, côté navigateur. En tout cas, lui est capable d'aller recueillir, quand tu héberges sur Vercel, des inputs de performance de son site depuis ce que les gens, depuis le navigateur des gens. Donc tu as vraiment de l'info live. Et un autre truc, alors, je le cite parce que je sais que, par exemple, les gens de Clever Cloud, ils adoreraient faire ça. Quand tu es chez Vercel avec un compte payant, c'est pour ça que nous, on ne l'a pas, etc. Mais dans certains cas, c'est quand même bien pratique. Leur truc est hyper automatique. Là, je fais Vercel. Bon, après, tu lui dis, mon site, il est hébergé sur GitHub, mon truc est hébergé sur GitHub là-bas. Il t'installe l'appli. Et tu tires une branche de dev, tu fais une PR, il te sort le site de la PR en cours. Enfin, je veux dire, tes environnements de tes branches de travail, il te les sort à la volée, quoi. C'est juste hyper pratique. Voilà, je vous montre. Là, il a fini son job. Du coup, il me file une URL. Et je peux aller dessus. Et là, c'est le site que je viens de builder. Où justement, comme je vous ai fait la démo, normalement, je devrais avoir ma page Toto. Alors que non, /Toto. C'est magnifique. Donc voilà, franchement, c'est un chouette outil. Petit blanc. Qu'est-ce que vous préférez regarder? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je vous montre des choses sur le Next? Ou alors, j'avais prévu éventuellement de parler de ça, de l'outillage que j'ai mis en place sur le projet. As you want. Ah oui. Oui, exact. Un, deux. Bonjour. Moi j'ai une question, c'est que tout à l'heure tu as montré tes pages et je trouve que tu as une redondance de code au niveau du menu. Et je voulais savoir si tu pouvais faire une page principale et inclure des sous-composants, switcher après avec ton routeur dans ces sous-composants-là. Bien sûr, tu fais un layout. Tu fais un... J'ai pas montré, parce que je peux pas tout montrer. En gros, là je vous ai montré les pages. Bon, tu as quand même ce truc qui est app, dans lequel je rends mon component, qui en gros est l'app React. Là-dedans, tu peux mettre ce que tu veux autour. Tu peux mettre un layout, tu peux mettre des providers, tu peux mettre tout un tas de choses. Si j'avais un layout, je pourrais lui dire, globalement, rends systématiquement mes pages, mais à l'intérieur de mon footer, mon menu, etc. etc. Donc oui, non, c'est... C'est encore un code bait alors, pour attirer le développeur le challenge. C'est ça, exactement. Mais tu divulgaches ma conclusion. Moi, je serais assez chaud éventuellement pour que tu nous montres un petit peu ce que tu as mis en place sur tout ce qui est testing autour des fonctionnalités du site. Les outils, par exemple. Tester, c'est douter. C'est vrai. Ouais. Normalement, on montre un truc de chaton. Alors, je me suis dit que j'allais dire tester, c'est douter, j'ai pas de chaton. Donc, l'outillage du projet. Qu'est-ce qu'on a mis autour de cet outillage, donc qui est déjà prêt. Donc ça, je vous l'ai montré rapidou tout à l'heure. Quand on instancie un projet en Next, il met ESLint par défaut dessus.
On peut rajouter un prettier. Il y a une conf spéciale ESLint pour configurer son ESLint dessus. Et alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est qu'un linter, là moi j'ai configuré mon VS Code pour que automatiquement quand je sauve il passe le linter. Bah, là je sauve et ben il me remet la notation comme il faut. C'est un peu ça le truc. Il va auto-corriger il y a des règles, hein. Est-ce que je mets des points-virgules à la fin? Enfin, il y a vraiment tout un paquet de règles, hein, dans les linters. En tout cas, voilà, il y a un linter et par exemple, il est plus simple à utiliser que celui de Create React App, qui est toujours un peu chiant à remonter, moi je trouve, dans le VS Code. Là, le truc marche de base. Bon, ça c'est le b.a.-ba, hein. Approche composant. Qui dit approche composant dit storybook. Tout le monde connaît le storybook? En gros, c'est un système qui permet de prendre ces composants et de les afficher indépendamment du site dans lequel on est en train de les mettre en place. Je vais lancer mon storybook. Alors, c'est toujours un peu long aussi à lancer un storybook. J'aurais dû le lancer avant la démo. En tout cas, je crois que, je suis sûr d'ailleurs, parce que je l'ai fait exprès. Donc ici, je vous ai montré... Ah, il prend la main. Ici, c'est les pages, hein, au sens Next.js, c'est-à-dire c'est là où on met toute la plomberie d'organisation des pages, de routing, de fetch, de trucs, etc. Après, on n'est pas obligé de mettre ces composants dedans. Donc, très classiquement, les gens mettent ça dans un répertoire component. On pourra en discuter, mais en tout cas, j'ai mis ça dans un répertoire component pour aller chercher les modules d'affichage un peu spécifiques. Il y en a très peu, c'est pour ça que ce site est si simple pour le moment. En tout cas, on peut aller regarder le list item. Le list item, c'est ce qui permet d'afficher sur le nouveau, les événements. C'est ce truc-là, c'est ce composant-là. Donc il est là. On voit qu'il est un petit peu plus développé que les autres, qu'il affiche un petit peu plus de choses. Bon, eh ben, un storybook, c'est quoi? C'est en gros un truc où on va dire, je veux pouvoir afficher juste ce composant, indépendamment du reste, pour aller, pour que les gens le découvrent, voient comment il marche. Pourquoi? Parce que on lui envoie des props. Là, on voit que j'ai des trucs, et par exemple, je pourrais à la volée lui dire non, c'est le 66. Pop, il va mettre ça à jour, ce qui permet de tester un peu des cas limites sur un composant, si ce truc est vide, si ce truc est nul, etc. Bon, ça permet de voir le truc in situ fonctionner, mais indépendamment du reste du site. Ah oui, si, il faut absolument que je vous montre ça quand même. Mais là, on voit des actions. J'ai oublié de vous montrer ça, je vous le montre après. On voit des actions, en gros, c'est les actions qui sont envoyées par son composant. Et on voit que, par exemple, ici, à chaque fois que je passe là, il fait du prefetch. Ça, c'est un truc hyper bien. C'est pour ça que ça marche si bien Next, en fait. Tout ce boulot qu'il fait sur le découpage de ces chunks, sur le preloading, tout ça, c'est vraiment balèze. Et j'ai rajouté ce petit truc parce que c'est un petit peu mon dada, ou en tout cas j'aimerais que ça le devienne, même si pour l'instant j'en suis plus à installer du tooling qu'à vraiment prendre des trucs très concrets, mais j'ai mis des trucs sur l'accessibilité. Dans le storybook, ça peut tester en direct l'accessibilité de son truc. Si là je pourrais changer au niveau de mon composant des trucs, mettre une police blanche sur du fond blanc, l'accessibilité me dira c'est pas terrible. Voilà, donc ça c'est un des bouts du tooling. Je vais finir le tooling et je vous montrerai... Non, je vais vous montrer maintenant. Ça c'était important à montrer quand même. Est-ce que c'est assez gros ou est-ce que j'essaye ce truc de rendre ça plus gros? Rendre ça plus gros. On regarde le network. Quelqu'un sait comment on enlève la barre ici? J'ai jamais su comment on fait. Non. Ouais. Ouais, c'est les filtres. Ouais. Je vais enlever les filtres, on verra déjà plus. Je charge mon site Next. Si on regarde un peu ce qu'il charge, donc il charge la page, ça, c'est du HTML. Ici, c'est mon CSS, il a fait du CSS.
Et derrière, il charge tout un tas de machins et de trucs. Des fichiers JSON, du JS, et tout ça, tous ces JS, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'optimisation qu'il a fait quand il a pris tout son gros JS, qu'il l'a découpé en plein de petits trucs, et que du coup, ça correspond vraiment au code JS dont on a besoin pour afficher cette page spécifique. Et si on regarde dans le code, on voit qu'ici, au moment où lui il génère sa page, il sait en gros qu'est-ce que j'ai dans mon menu, et donc il met toutes les balises de prefetch ou de differ ou de trucs comme ça, de ces fichiers dont j'ai pas besoin tout de suite, c'est-à-dire je te renvoie le HTML, je te renvoie le JS dont tu as besoin, dont tu vas charger, et après je rends la main à l'utilisateur, mais en sous-main je vais aller télécharger tous les trucs dont je sais que tu as besoin. Et un des trucs, un des exemples où ça marche très bien, c'est justement sur les événements. Je vais charger les événements. Je monte comme ça, je recharge. Bon, il refait des choses, hein. Il recharge tous ces petits bouts de JS. Encore une fois, j'ai la barre de menu en haut, etc. Donc, il refait les mêmes chargements. Mais on va voir que si je navigue, eh ben, il sait les éléments qui vont arriver derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il préload les fichiers JSON qui vont permettre d'afficher le contenu d'une page. Pourquoi? Parce qu'il a déjà téléchargé le JS qui va permettre d'afficher la page d'un élément. Mais à chaque fois ici, alors déjà, j'ai un lien vers les speakers, il le voit, il télécharge en sous-main le fichier JSON qui va permettre d'afficher le speaker, et puis au-dessus, c'est le truc. Tout est hyper optimisé comme ça, avec des calls qu'il fait en sous-main, de fichiers qui sont, si on les regarde, hyper légers, hyper bien découpés à chaque fois, et ce qui fait que quand je clique là, il a déjà tout ce qu'il faut, il l'a déjà préfetché. Aussi bien le JS que le JSON qui permet d'hydrater la page en front. Parce que quand... Ouais. Tiens, celui-là. Donc, lui, il met ça dans une patch props, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est des patch props. Et il met le résultat de mon call d'API. Et encore une fois, tu n'as rien à faire pour que ça le fasse. Donc, vraiment chouette. Je continue sur les outils, désolé. Mais j'avais oublié, c'était bien de le montrer. On a mis des tests. Alors on a mis des tests avec du geste, avec du testing librairie. Pour ceux qui se demandent s'il faut faire des tests, il y a eu un super cancamp, le 49, sur la découverte des tests automatiques. Et il y a eu un cancamp qui date de 2 ans, mais sur tester son code avec geste. Les gestes, les tests gestes, bon, c'est classique, hein. Tout le monde connaît les tests gestes. Je vais vous en montrer un parce que j'ai dû faire des exemples. Par exemple, liste des speakers. Bon, celle-là, j'affiche juste le nom du speaker. Les tests, c'est quoi? Ici, c'est la props qu'on envoie classiquement, qui vient de l'API, hein, c'est un copier-coller de ce qui sort de l'API, c'est ce qui est le plus long dans le test. Et après, je dis, OK, je veux tester les list items, ça doit afficher le nom du speaker. Donc ça, c'est le render, ça c'est le testing librairie qui fait ça. Le render, il vient bien du testing librairie. Voilà, donc le render, c'est en gros, je rends mon composant, et après, je dis screen, c'est en gros le résultat du render. Je veux choper dans le screen qui a été généré par le render un truc par le texte qui s'appelle Gaël Réol, et je vérifie qu'il est bien dans le document. Mais un des trucs que j'ai mis en plus et qui est plutôt rigolo, c'est des tests, c'est un composant Jest-Axe. C'est un plugin qu'on peut rajouter à Jest pour de la même manière rendre un composant et tester sur Axe. Alors Axe, c'est un projet qui est indépendant, hein, de ces trucs de test, mais qui est capable de tester l'accessibilité d'une page HTML. Et on est capable, dans les tests unitaires, de tester, alors de la même manière que le faisait le Storybook, hein, ils se concurrencent un peu, les deux, mais en gros, voilà, je dis, je passe dans Axe le conteneur qui est le rendu de mon le produit de mon render.
D'ailleurs, je l'ai pris là, ici, container, et je vérifie qu'il n'a pas de violation. Voilà, après, je vais arrêter avec ça, mais on peut les lancer. Test, unit, pop, et puis il va aller regarder ça. Alors s'il y a un petit point que moi, j'ai découvert ça il n'y a pas hyper longtemps, et je trouvais ça sympa de le montrer, c'est que justement, quand on se donne la peine de faire des stories, donc quand on fait des stories dans le storybook pour montrer des éléments, on essaye de faire des objets qui ont des cas limites. Par exemple, je teste mon storybook avec un contenu en anglais, avec un contenu en français, ce genre de choses. C'est du code qu'il faut écrire au niveau du storybook, et il se trouve que dans Jest, on peut très bien réutiliser, pour ceux qui ont déjà fait un peu de storybook. Ici, c'est une stories, alors là de la même manière, hein, c'est ce que j'injecte à mon composant pour faire mon test. Et puis voilà, je décris comment je vais afficher mon composant, et dans mon test, plutôt que de redire j'ai mon event, machin, il est comme ci, il est comme ça, il a tel événement, et je l'importe, j'importe la stories et je l'injecte direct. Mon list item, je peux l'utiliser, je peux faire un render de mon list item, et ça va être utilisé pour faire mon test Jest et avec le React Testing Library, sans avoir à réécrire tout ce truc là. Donc voilà, quand on bosse vraiment avec un storybook pour bosser ses composants, faut pas, il y a un vrai gain de temps d'utiliser ces stories pour aller faire ses tests. Cypress, on a mis aussi en place Cypress. Donc Cypress, tout le monde connaît, les tests end-to-end. Ceux qui ne connaissent pas, il y a un excellent camp sur Cypress. Et il y a un plugin Axe sur Cypress, quand vraiment on s'acharne à se dire tiens, je vais vraiment tester mon accessibilité. Et voilà, tout le monde a déjà. Est-ce que vous voulez que je vous lance le test ou pas? Bon, pour le fun. Non, non, parce que c'est toujours un peu long en fait. Toc. C'est un peu long parce qu'il fait le build. Et que comme mon build, je lui ai dit d'aller chercher tous les trucs, machin, il fait tous les calls et puis il génère tous les statiques à chaque fois. Et c'est très très long. Et je l'ai automatisé dans le lancement du test Jest, parce que c'est le truc que je vous montrerai après, c'est le tout est lancé en fait sur GitHub Action. Ça s'intègre les doigts dans le... J'ai automatisé... Qu'est-ce que j'ai automatisé dans les tests Cypress? Ma langue a fourchu. Non, ça passe dans la CI, ils sont lancés dans la CI en fait, les tests Jest. Les tests Cypress. Le truc que j'ai automatisé là, parce que je connaissais pas l'outil, mais je vais vous le montrer tout de suite, parce que là, il va démarrer, ça y est. Donc voilà, je vous montre les tests de la home, j'ouvre ma home, je vérifie, je sais plus ce que je vérifie dans le test. C'était juste histoire de les instancier, mais je dois vérifier 2-3 trucs. Et tout va bien. Les tests passent, ils sont verts. Mais je teste aussi l'accessibilité. Et ça aussi, alors je le teste avec le fameux truc Axe. C'est toujours Axe derrière. C'est ça qui teste l'accessibilité. D'ailleurs, c'est assez contestable, il paraît. Mais après, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais là, je lui dis de lancer les tests d'accessibilité. Et si vous regardez bien, il teste dans plein de dimensions d'écran, en fait. Des fois, il n'y arrive pas. C'est normal. Un test qui ne fail jamais, c'est un mauvais test. Là, c'est un bon test, je le sens. Non. Bon, c'est un peu long. C'est un peu long. Alors, qu'est-ce que j'ai automatisé dans Cypress? Si on regarde vite fait dans le Cypress. Toc. Intégration, les tests d'accessibilité. Pas grand chose, si ce n'est que donc dans Cypress on peut lui dire la taille d'écran en gros qu'on veut. Donc soit on lui passe une taille d'écran, soit on lui passe des presets. Donc il a des presets, alors c'est surtout des presets Mac, va savoir, comme si ça avait besoin d'être testé. Et il y en a un Samsung, peut-être. Et en gros voilà, tu déclares le viewport, donc j'ai juste fait ça, c'est un truc voilà.
j'itère sur différentes tailles d'écran pour aller tester l'accessibilité, en l'occurrence de la Home, je crois, dans différentes configurations d'écran. Voili voilou. Quelle heure il est? 35, il faut vraiment que je speed parce que je vous aurais bien montré quand même un dernier truc. Si je reprends le cours de ma presse Cypress, les GitHub Actions, je vais les squeezer. Je vais juste vous les montrer vite fait. Non, mais pareil, c'est un truc qui est rigolo. Enfin, non, c'est pas rigolo. Rigolo est pas le mot. Mais que j'aime bien. Alors déjà, les GitHub Actions, moi je connais pas bien. Je découvre un peu. Je trouve que c'est assez balèze. On peut configurer pas mal de choses sur à quel moment tu les lances, sur quelle branche, dans quelles conditions. Tu as pas mal de marqueurs que tu peux utiliser pour déclencher ou pas des tests, même si là je les déclenche vraiment, vraiment beaucoup trop. Je pense qu'on n'a pas besoin de builder à chaque fois, d'appeler les API, de faire des machins. Notamment, par exemple, je ne sais pas ne pas lui faire lancer les tests quand je change un fichier MD. Ça n'a pas de sens de lancer un Cypress, de faire un build d'un truc parce que tu as fixé une typo sur ton README. Et ça, si quelqu'un sait, franchement, je suis preneur. Mais, non, là, c'est le back-end, c'est la partie d'API qui est même pas open encore. La honte. Ce que je veux, c'est le front. Pop. Donc si je regarde ici, je suis sur la branche master et là c'est tous les tests qui ont été lancés. Et alors ce qui est chouette, donc il y a les tests unitaires, hein, mais les tests end-to-end, on peut très facilement depuis GitHub les lancer sur différents navigateurs. Et là en l'occurrence, je les lance sur Edge, sur Chrome et sur Firefox. En fait c'est les 3 seuls, on ne peut pas les lancer sur Safari, il n'y a pas d'image Safari. On va savoir pourquoi. Les 2 autres choses que je voulais vous montrer vite fait, c'était les outils un peu rigolos. J'ai mis un Lighthouse aussi, où en gros ça va récupérer, vous connaissez Lighthouse, c'est un truc qui permet de tester les performances du site. Et là, à chaque fois qu'il fait un build, il envoie le rapport à un serveur Lighthouse qui est hébergé sur le site des Cancamp, malgré ce que le login disait. Là, il se trouve que ça n'a absolument aucun intérêt, parce que, encore une fois, le site est en site de démarrage, donc performance, on est à 100%. C'est chouette. En accessibilité, on est à 100%. Bref, on est à 100% partout. Et ça bouge pas des masses parce que, encore une fois, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais si on regarde le rapport, voilà, pour l'instant, ça envoie. Et le dernier outil que j'ai monté sur la CI, c'est alors un projet qui s'appelle, comment on dit, je mets des garde-fous. C'est la boîte dans laquelle je travaille qui travaille dessus. Ça s'appelle GreenFrame. Et en gros, c'est un système qui essaye de faire une estimation de la consommation énergétique d'une page. Donc sur le site de GreenFrame, on peut rentrer l'URL de son site et ça te dit, tiens, ton site, là, ta page, elle consomme tant, et puis c'est bien, c'est pas bien par rapport aux autres. On peut aussi le mettre dans la CI. Là, l'idée, c'est de voir au cours du temps, est-ce que notre développement a un impact sur potentiellement un impact sur l'estimation. Ce qui est certainement un des trucs très intéressants, parce que l'estimation du coût énergétique est une estimation à relativiser, parce que c'est un truc qui est très, 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 très compliqué à calculer. Par contre, d'avoir un truc qui mesure au cours du temps cette mesure-là, permet de voir quand même si on augmente ou si on diminue. Et donc on a ça, et je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pas si facilement que ça, parce que c'est un outil qui est en train de se mettre en place, donc c'est pas toujours facile de... Ça met pas le lien, comme le fait si bien GreenFrame, direct vers le rapport d'analyse, on est obligé d'aller là-dedans. Et là, voilà, par contre, en allant fouiller dans les logs, on a le lien vers le site de GreenFrame, et là on voit que le navigateur consomme 31 milliwatts heure. Autant dire que c'est peanuts, hein.
Mais encore une fois, vous avez vu le site, il n'y a pas grand-chose dessus. Et ce qui est bien aussi avec GreenFrame, c'est qu'il est capable de, quand on lance le test GreenFrame, on lance le serveur dans un Docker, il est capable aussi d'estimer la consommation énergétique de la partie serveur. Donc il fait une estimation sur la partie front, vraiment device final, et aussi sur la partie serveur. Et voilà, c'est un chouette outil. C'est payant. Il y a une version gratuite et la version passage en intégration continue, elle me semble, le modèle est en train de se faire, l'outil est vraiment très jeune, mais il me semble que celle-là doit être payante et vous êtes chanceux parce que j'ai des passes droits. Ah ouais. Donc si vous travaillez sur le site des Cancans, vous pourrez utiliser GreenFrame Royal. C'est possible, je ne connais pas cette finasserie des facettes, ou pas d'ailleurs. Ok. Et il ne fait pas la différence entre un dark mode et un truc qui faisait la différence réelle? Bah, c'est super compliqué. C'est super compliqué parce que ça voudrait dire que, par exemple, tu es aussi capable d'estimer la luminosité qui est réglée sur le device de la personne qui est en train de l'afficher. Donc, c'est pour ça que c'est hyper compliqué. C'est qu'en vrai, sauf à être direct sur la personne qui l'utilise. Tu peux pas avoir toute la stack. Moi, effectivement, on a essayé de mettre en place GreenFrame sur des grosses infras sur lesquelles on a bossé, où tu as plein de microservices derrière et tout. Ouais, va choper le truc. Et puis pour peu que tu fasses du streaming de vidéos et que tout ça, c'est hébergé chez Akamai, tu peux pas savoir. Mais bon, ça permet d'avoir une base, un truc, une mesure. Donc les outils plus marginaux, c'est les deux que je venais de vous montrer. Et donc pour finir dans les temps, sauf qu'il n'y a pas eu de questions, je suis désolé, c'est tester, n'hésitez pas à tester franchement. Moi je trouve que c'est un outil vraiment sympa, c'est hyper simple à mettre en place. Il y a besoin d'une API, mais il y a une super API Marvel, Star Wars et surtout celle que j'aime bien, c'est Rick et Morty. Donc vous lancez le truc, vous branchez sur l'API Rick et Morty et vous faites vos pages et vous verrez, c'est vraiment super efficace. Mais surtout, participer au site des Cancamp. Le site est public, donc on peut, pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise, etc., bosser dessus sur une fois par mois, le deuxième jeudi du mois, dans le cadre des Coding Cancamp. Et en plus, je vous rappelle qu'on est au mois d'octobre et que si vous voulez votre t-shirt, c'est le moment de faire des PR sur le repo. Voilà, je vous remercie. Si, mais il faut le micro. J'en ai une petite. Par rapport à tous les modes de fonctionnement que tu nous as présentés, il y en a un qui est relativement absent, c'est le rendu côté navigateur. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai eu le souci, j'ai essayé de jouer un petit peu avec Next, et pas assez pour avoir de réponse. Mais qu'est-ce qui se passe par exemple quand tu as des WebSockets ou des données qui sont dynamiques et mises à jour? Comment ça s'intègre en fait? Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer un peu le cas de figure? Oui. Ouais, non, mais tu peux utiliser du fetch en front. C'est comme ça que je l'ai utilisé, en tout cas. Vercel, il conseille d'utiliser leur lib, la SWR, qui est une lib qui gère toutes les appels d'API, etc. Rien ne t'empêche de l'utiliser en pure front, de manière comme tu le feras avec n'importe quel site, en fait. En gros, tu fais ta page normalement comme tu faisais sur les autres sites. Tu peux importer et faire tes calls et tu peux même mettre du Redux si tu as besoin, etc. Le truc, c'est que si tu veux qu'il passe en SSR, tu fais le get static props ou le get. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, ce que j'en ai tiré, c'est pour ça que je te demandais, c'est que je trouve on perd un petit peu le bénéfice de Next en fait quand on repasse sur un mode un peu plus rendu côté client, enfin quand on en a trop besoin en tout cas. Oui, clairement. Si tu veux faire une single page app où tout se passe en front, tu n'utilises pas Next. Ouais. Next, c'est mortel pour
si tu as des besoins de SSR, de performance, de trucs qui s'affichent très vite. Après, c'est pas, je pense pas que ça soit, enfin, comme tellement de trucs, quoi. Il y a des choses pour lesquelles ça se prête pas si bien que ça, certainement. Je te remercie, c'est exactement l'observation que j'en avais tirée, mais je voulais voir si j'étais pas passé à côté de quelque chose. Non, moi j'aime bien, je sais qu'on fait pas mal de React Admin par exemple, et à chaque fois qu'on fait un React Admin, on utilise pas mal Create React App. Franchement, depuis que je connais Next, je lance un truc Next, je fous mon React Admin dedans et je bosse comme ça, et je fais pas du tout de SSR. La partie configuration du serveur, tout ça est tellement bonne que... Ouais, c'est un sacré boulot. Ouais, moi j'avais juste une question par rapport, enfin deux questions, mais tu as déjà répondu par rapport au fait de savoir si ça avait un intérêt avec le SSR d'intégrer du state management avec Redux ou React Context et compagnie. Donc là pour le coup tu m'as répondu, enfin tu as déjà répondu à ça. Et aussi du coup une autre question par rapport plus au SSR de manière générale. Au niveau de GreenFrame, est-ce que tu as déjà un retour d'expérience sur le fait que, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, le SSR implique quand même pas mal d'appels API de la part du client pour aller au serveur qui rend ta page, quoi. Et du coup, est-ce que ça consomme plus de faire soit du single page app ou du SSR? Alors je peux pas te répondre, c'est un des trucs que je voulais faire qui est dans ma liste de to-do, que j'avais vraiment très envie de faire, c'est-à-dire prendre un site, le même site, et je fais tout en genre que front-side, après je fais tout que en SSR, et après je fais tout que en statique pour voir pour le même rendu c'est quoi la différence au niveau de GreenFrame, de l'impact qu'on peut avoir. Le deuxième truc, c'est sur les rails, hein, parce qu'on a bien conscience que c'est un point d'importance, c'est-à-dire dans la consommation d'un site en Next, ne pas prendre en compte la phase de build, c'est passer à côté d'un truc. Fatalement, tu mesures la consommation d'un truc qui a déjà fait tous ses calls d'API, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de call d'API de fait, et ces trucs-là, tu ne vas pas les mesurer, ça ne va pas être pris en compte dans les échanges réseau, etc. Donc l'idée, et on essaye d'arriver justement dans une stack de CI, d'être capable d'intégrer la phase de build de ton site au résultat final. Ok. Ouais, bah après, juste un dernier point aussi, côté client, il faut aussi prendre en compte que tout le monde n'a pas le même CPU et même voilà aussi. Ok, merci. Ouais. Moi j'ai une question parce que je suis en train de... Moi je suis pas sur la live, je suis sur le côté paranoïaque du développeur et je suis en train de regarder justement toutes les options de durcissement pour éviter les hacks de page, et j'ai découvert il n'y a pas longtemps le mot-clé integrity quand tu fais un link SRC par exemple, qui va vérifier le hash de ton CSS par exemple, en gros que personne n'a touché à ton CSS, ou plus grave que personne n'a touché à tes JS. Est-ce que tu sais si ça c'est direct, enfin ça a été intégré dans Next ou pas? Ça te parle pas? Comme ça, spontanément, je dirais non. Okay. Enfin, j'ai rien vu. Parce que tout à l'heure, tu as montré le code source et c'était pas dedans, et du coup, ouais, peut-être comme il calcule, tu sais, enfin comme il compile les fichiers, je me suis dit, ça se trouve, il peut calculer le hash à la volée. Ouais, mais vu quand il fait le rendu SSR, il fait tout ça tout seul en fait. Ouais, mais du coup, ça voudrait dire qu'en gros, il faut qu'en plus de tes fichiers que tu sers, qu'on leur MD5 d'une manière ou d'une autre, que du coup, côté navigateur, tu recalcules le MD5. Et ça se fait tout seul. Dès que tu as le mot-clé Integrity, en fait, ça, moi je l'ai découvert, il y a une semaine ou deux. Et dès que tu as le mot-clé Integrity avec un hash, en fait, le navigateur va automatiquement vérifier le hash du fichier qu'il télécharge avant de l'interpréter. Et si jamais c'est pas le même, du coup, il kill le fichier. C'est quoi, c'est Can I use? C'est Integrity, c'est l'attribut Integrity. Ouais, mais ce que je voudrais savoir, c'est sur combien de... Qui est-ce qui le supporte? Bah, normalement, l'ANSI dit qu'il faut le faire, donc à mon avis, c'est... Integrity, ouais. Celui-là? Sub-resource Integrity? Ouais. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, je note, je connaissais pas. Ouais, bah... Cool. Bah, je regarderai. Mais je crois pas que... Je l'ai pas vu dans les balises qui génèrent. Oui. Oui, puis tu as certainement... Oh, quoique. Ouais. Oui. Il faut faire une PR, hein. C'est open source. Hein.
Bah oui. Puis là, une PR sur une pull request acceptée sur Next à l'Oktoberfest, c'est la fête. Ouais. Et des autocollants en plus. Et peut-être des chaussons. Ouais. C'est vrai. On peut arrêter de coder. C'est pas de problème. En plus, ça tombe bien. Enfin, est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que ça sera la dernière question parce qu'il est moins 10. Et vous pourrez poser tout plein de questions après si vous allez prendre un verre avec nous. Ok, bah merci.